Si tu souris, tu vois que les choses ne vont pas si mal que ça. Si tu renifles, la chanson peut être passée par là. La vie est plus gaie avec 40. Souvent del puño Stéphane et Warlock. Si tu renifles, la vie peut être passée par là. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD mensuel qui a du nez. Coucou les gens, bienvenue Coucou les gens. dans ce One A Club numéro 195, et avec la bonne image c'est mieux, dans lequel nous allons vous parler de bande dessinée. Je suis One A Pied, j'ai un problème de nez et tout le monde se moque de moi, mais ce n'est pas grave car je suis devenu grand maintenant et que j'assume et Non, j'encaisse. c'est pas grave, Pied, on va t'appeler Néné maintenant. Voilà, parce que à l'audio, ma voix est devenue vachement agréable et cool. Non, attends. Modère. C'est vachement moins pire qu'avant. Vachement moins pire qu'avant. Et la personne qui se moque mais qui ne lit pas, c'est Isaac. Moi, je suis là pour les bruitages. Et à côté de lui, silencieux, circonspect et qui a envie de se cacher, c'est Thio. Salut Thio. Bonsoir. non, moi je fais pas de voix de nez, rien, classique quoi. Nous sommes en live sur Twitch avec un public qui, à défaut d'être nombreux, est un public de qualité, qui nous fait les meilleurs jeux de mots sur le nez J'adore qui puisse- Randall avec la bataille navale. qui puisse exister au monde. B6. Et dans cet épisode, je vais d'abord vous parler de webcomics. Nous enchaînerons après avec des chroniques où nous parlerons de The End, Apollo 11, de Conan, La Citadelle écarlate et Chimère de fer dans la clarté lunaire, du tome 1 de Kids, du tome 1 de l'atelier L'atelier des sorcières Merci, des sorciers. ou sorcières. De Star Wars Genèse Jedi, tome 1. Et puis un petit express, on parlera de Bergère guerrière numéro 2 et de Solo, tome 4. Et ça fait un programme plutôt honnête, je crois. Hein. Il est bien chargé. Voilà. Mazette. Et nous remercions Azertov et Randall Flagg, qui est notre public de qualité. Bon, allez, je tacle online de suite, parce que là, ça va. Online. Je vais vous parler de Mazette. Mazette est un magazine qui est né sur les cendres de feu, le Psychopathe. Mazette. Souvenez-vous de ce magazine Psychopathe qui était mené par Karali. Et Karali a décidé de prendre du recul et d'arrêter. Mais J'aime bien la notion de prendre du recul. oui, ça peut s'arrêter. Et sa fille et son beau-fils ont décidé de prendre Il y a des gens comme ça qui prennent beaucoup de recul. la suite en lançant un magazine plutôt online, en s'adaptant aux nouveaux médias. Donc, les personnes en question, c'est Melaka, qu'on avait déjà découvert de par son blog et 33 rue Carambole il y a très longtemps, et d'autres choses très sympathiques. On n'avait pas parlé de ça quand ils avaient fait un crowdfunding Oui, pour le lancer, sans doute. Et pour le moment, je suis dessus, donc je sais de quoi je parle maintenant. Et Renaud, qui est un des dessinateurs les plus lents du monde, mais qui dessine tellement bien qu'on ne peut pas lui en vouloir. Dans Mazette, vous allez... Une planche par an. Le gars, c'est le gars qui dessine les Aquablue. J'ai arrêté de suivre Aquablue, mais quand je feuillette un de ces Aquablue, je fais « Ah ouais, quand même ». Voilà. Donc on va retrouver de l'actualité, de la bande dessinée, des jeux vidéo, de la musique, plein d'articles, etc. Des histoires à suivre. Alors là, je vous montre un petit peu, pour ceux qui sont en live, ce qu'on peut voir. Donc il y a du Lewis Trondheim quand même, hein, en prépublication. Monsieur. Oui, il y a quand même de la qualité et du choix. C'est très varié. Du dessin d'actualité. Après, on reste sur quelque chose de très, très, très politique, axé très à gauche, voire mélanchoniste. Hein. C'est le genre d'idées qui me font sourire dans l'humour.
Et ça marche plutôt bien. Voilà. Donc c'est Mazette. Moi, je vous recommande d'y jeter un œil. C'est pas très très cher. Je me suis abonné pour une année pour y jeter un œil. Au niveau du mode de distribution, je trouve pas ça encore ça super convaincant. Il y a beaucoup de choses à lire en fait. C'est dur de s'y mettre. Mais j'ai joué au jeu où tu dois poser des CRS pour éclater des manifestants, gilets jaunes, et c'est assez rigolo. Peut-être que ça va créer des vocations, mais je crois que c'était pas le but en fait. Je crois que c'est pas vraiment ce qu'il voulait faire à la base. Bref, Mazette, je vous recommande ça, c'est plutôt cool. Nous allons maintenant enchaîner avec une année exemplaire. Mais nous avons déjà parlé d'une année exemplaire, et là, ils sont en train de se passer des mots où ils disent des conneries. Une année exemplaire de Lisa Mandel. Donc, Lisa Mandel, que nous avons eu en interview il y a peu, nous avait raconté qu'elle avait un défi, c'est de passer une année où elle arrêterait tous les excès. Et tous les excès, c'était arrêter de manger n'importe comment, arrêter de regarder n'importe quoi à la télé, arrêter de passer son temps à jouer à des jeux à la con sur son smartphone, et essayer d'avoir une vie plus saine. Et triste. Pardon. C'est totalement faux. Nous en sommes actuellement au 124e jour, à l'heure où nous diffusons cette émission de son année exemplaire, et elle a eu des peut-être périodes de galère, parce qu'elle se rend compte qu'en fait que, ouais, tous les excès, etc., c'est ce qui rend aussi la vie sympa, des fois. Et donc, on suit un peu toutes ces mésaventures où elle se retrouve à se poser plein de questions sur qu'est-ce qu'elle va pouvoir raconter, parce qu'à force de parler d'elle-même et de son année exemplaire, elle commence elle-même à se saouler, parce que en parler tous les jours. Comment gérer son planning, où tu dois te faire tes 11 planches de bande dessinée au quotidien, et que c'est du taf, que tu as autre chose à foutre aussi, un vrai travail qui te nourrit, ou pas. Et aussi ses voyages à Beyrouth, où elle part avec sa compagne à Beyrouth. Et où elle perd son iPad. Oui, elle perd son iPad, oui, aussi. Le genre de ces dernières nouvelles de la mort, où elle a perdu son iPad avec tout ses planches en haute def. Donc elle a perdu toutes ses planches en haute def. Est-ce que si elle avait bu et fumé, elle aurait fait la même erreur? Probablement. Probablement plus tôt. Voilà. Bref, ça reste drôle, même si parfois il y a un côté assez terrible de cette vie qui est pas évidente. Elle nous parle aussi de son épilepsie. Moi, j'ai vraiment passé un très bon moment. Je suis ça avec attention. Je trouve ça vraiment très réussi, même si on sent qu'elle commence à ramer, qu'elle commence à galérer, et que dans cette année exemplaire, il y a aussi des difficultés qu'elle va nous raconter. Moi, je trouve ça très cool. Là, elle a fait un appel aux auteurs pour l'aider, pour qu'en gros, ils lui offrent des jours de vacances en parlant de leurs propres addictions en bande dessinée. Et donc, elle publierait... C'est malin, ça. Ouais. Alors, ça, c'est ce que font nos conseillers pédagogiques en animation. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, mettez-vous en groupe et racontez-nous une de vos séances. C'est exactement ça. Voilà. Et si vous pouvez faire une petite affiche pour après présenter aux autres groupes ce que vous avez fait. C'est ce ça. serait Moi, pendant super. ce temps, j'aime faire un café et me toucher. Voilà, donc... Ou Mon frère va essayer... jouer sur mon smartphone. Mon frère va essayer de participer, il est très fort en addiction. Et c'est dur la vie. Donc, lequel Ça marche pour les deux. c'est vrai, mais celui qui s'est dessiné, on va dire qu'il va essayer de participer, c'est mieux. Donc c'est sur Instagram. Le borne ou les deux? Le borne ou les deux. C'est un bon plan, ça, pour le Burger Quiz. Ouais, pour le Burger Quiz, il y a un truc là-dessus. Ouais, avec plein de blagues sur Jean-Marie Le Pen et tout. Enfin, ça va être trop cool. Passer la suite. C'est bon, ça. Été, la 3e saison. Été nous a raconté des histoires de personnages dont j'ai oublié le nom parce que je suis fatigué. Et le temps d'un été, avec une planche par jour en temps réel. C'était à l'origine écrit par Thomas Cadenne. Là, c'est toujours écrit par Thomas Cadenne, mais aussi par Joseph Safieddine. Et c'est dessiné par Maryse Pénal. Et la musique est de Santoré. Et puis, il y a un réalisateur qui s'appelle Monsieur Jacquel, qui réalise tout ça parce qu'on est sur vraiment du média un peu évolué, avec de l'animation, de l'audio, un peu limite au niveau entre le turbo média et l'animation. Et ça marche pas mal. J'aime beaucoup les dessins de Maryse Pénal. C'est franchement superbe. Et là, on va suivre nos deux héros qui ont décidé de se marier, Abel et Olivia, si je me souviens bien. Ouais, j'ai juste. Azartov dit oui.
Voilà, autour de tout cet été. Alors j'avoue, j'ai pas encore tout lu. Je l'ai en pause. Là, on va voir un peu tous les personnages secondaires. Et comment va se passer cette organisation de ce mariage? Comment est-ce qu'ils vont le vivre, sachant qu'ils avaient un côté un petit peu libertin dans leur organisation? Je vous rappelle que le premier été racontait comment est-ce qu'ils s'étaient accordés tout un été pour faire ce qu'ils veulent chacun de leur côté. Bref, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai lu de cette saison 3. Il faut vraiment que je trouve le temps de lire la Après, il suite. faisait pour annuler le mariage, c'est ça? Ouais, peut-être que c'est. Bah, non, le premier était assez bien foutu et assez bluffant sur certains points. Bref, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très cool. Et je vous recommande fortement d'aller jeter un œil. C'est sur Instagram aussi. Et c'est gratuit. Et c'est toujours cool quand c'est gratuit. Et on va finir en vous parlant de la critique en dessin. Alors désolé, j'ai pas réussi à afficher en mode à peu près visible la page. C'est sur 9e art. Sur 9e art, en gros, ils ont fait appel à Tsug Goupil pour chroniquer des bandes dessinées en dessin. Alors par exemple, on va essayer de trouver peut-être un truc dont on a déjà parlé ou pas. Est-ce qu'elle a parlé de trucs dont on a parlé? Pas du tout. Donc ça mérite d'être réglé. On parle pas du tout de la même chose. Donc vous découvrez des BD dont on n'a pas parlé. Ce qui est cool, donc on va parler par exemple de La tête dans les étoiles. Et en gros, en bande dessinée, en prenant des extraits de la bande dessinée qu'elle va mettre un peu dans le contexte, elle va nous raconter sa critique d'une bande dessinée. Tu peux faire défiler un peu plus vite, s'il te plaît? J'avais quasiment une page d'avance là. Ouais, ça va? T'as du mal? Ouais, c'est bon. Bref, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien foutu. C'est une forme de chronique, moi, que j'apprécie, qui se lit plutôt bien. Et ça donne envie de découvrir des bandes dessinées, dont on parlera sans doute un jour ici. Voilà, la critique en dessin chez 9e art, ce qui est plutôt pas mal. Et nous allons maintenant pouvoir passer enfin à nos C'est mieux sur ton écran quand même. chroniques. Avec Apollo 11 pour démarrer. Oh, encore Non, Rigel! Non, alors t'es mignon, mais c'est Zien. Tu arrêtes de J'ai nous tout mis dans le désordre. tu arrêtes de nous rechanger, s'il te plaît, les trucs, parce que t'as tout changé, oui, mais Oui, maintenant et t'as j'ai pas tout changé. Ouais, effectivement. Allez, je remets dans l'ordre que j'ai donné. Vas-y. Mais The End de Zep. Mais du coup, on change aussi le chroniqueur ou pas? Non, ça reste. Chacun sa merde hein, sur ce coup-là. Alors, The End de Zep. Je fais comme... Ouais, je m'arrête là? Ouais, bon c'est ça. Tu Voilà. dis, bah, c'est Zep. C'est Zep, c'est bien. c'est rue de Sèvres. C'est rue de Sèvres. Voilà, généralement, vous savez que vous tombez plutôt sur du bien. Donc... Alors, les instits, vous allez nous parler de Zep. Je vous écoute. Alors, le zizi sexuel. J'attendais des trucs beaucoup plus zone d'éducation prioritaire. Sex thérapie, c'est pas ça ou sex... Alors, Apisex, pardon. Apisex? Oui, il est juste derrière. Non, c'est moi. Je suis un apisex, c'est juste derrière toi. Méfie-toi. Moi, je suis assis. Allez, vas-y. Petit Zep. Donc, de quoi nous parle Diane? Alors déjà, en fait, il aurait fallu que Pied nous mette une petite musique des Doors, histoire de commencer, nous mettre dans l'ambiance. This is the end. Ouais, mais après, on a des problèmes de copyright et tout. Ouais, c'est ça serait pas passé. Jim Alors. Morrison est mort. Hein. Ah merde. Ouais, mais il y a Il quand même passe des sa problèmes de maison, je copyright. crois. Alors, on commence avec des scènes en montagne pyrénéenne, avec de beaux paysages et un couple de randonneurs qui descend dans un village en contrebas. Et le couple en question s'effondre brutalement, ainsi que tous les autres villageois. Ils sont là, par terre, étendus, inanimés. Donc ils sont Mort. tombés, quoi. Morts, pas morts, on ne sait pas. Ils sont tombés. Ils sont tombés là, Par pif, terre. paf. Par terre. La La gravité chute. les a rappelés La à faute à l'ordre Voltaire. et paf. Exactement. Puis on se retrouve ensuite en Suède. Alors, je rappelle, fond bleu, drapeau jaune, dans la réserve de d'Oxla. Croix jaune. Croix jaune. Fond bleu, croix jaune. Parce que fond bleu, drapeau jaune, ça veut rien dire. Ah, j'ai dit drapeau? Ouais. Pardon, croix jaune. Ça veut rien dire. En plus, quoi. Enfin, un plus décalé, mais un plus. Ça Théodore. devient vraiment n'importe quoi. Là, on voit qu'on a la deuxième émission qu'on enregistre d'affilée. Vas-y, poursuis. Donc, là, ensuite, on se retrouve en Suède. Et là, on a un petit stagiaire qui participe à des recherches en compagnie d'un professeur un petit peu farfelu, le professeur Frowley, et ainsi que son assistante, qui est magnifique, qui est belle, la belle Moon. Et Plus dans ton micro, s'il te plaît. là, je peux pas plus, j'ai le nez dedans. Je peux difficilement faire plus. Et donc, cette équipe essaye de démontrer que les arbres détiennent à l'intérieur de leur ADN un secret,
le secret de fonctionnement de l'ensemble de l'écosystème terrestre. Et donc ils appelaient ça c'est leur codex, quoi. Et l'idée, c'est de recouper le génome de ces arbres avec tout un tas d'événements particuliers, bizarres, qui se passent sur l'ensemble de la planète ou qui se sont passés tout au long de ces dernières années. Par exemple, un événement spécifique qui est la disparition des koudous, en tout cas l'éradication d'une bonne partie de la population de koudous qui se retrouvait en sureffectif, parce que les acacias ont décidé de modifier leur génome et de devenir toxiques, alors que c'est l'aliment de base de ces koudous. Et donc on va suivre les évolutions, les recherches, les événements qui montrent que ces arbres, cette végétation, communiquent et décident de s'adapter pour survivre à l'humanité, pour faire simple, au fléau que peut être l'humanité. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ce sont de simples coïncidences? Est-ce que c'est une évolution naturelle? C'est ce que l'on essaye de démontrer dans cette aventure. C'est beau, c'est extrêmement bien dessiné, c'est bien raconté. On est dans quelque chose à la fois très réaliste, presque pré-apocalyptique. Il y a une bonne dose d'angoisse qui se met en place, une bonne dose de responsabilisation de l'être humain vis-à-vis de ce qu'il peut faire subir à l'ensemble de la nature. On suit aussi des petites pérégrinations amoureuses et la construction des liens entre ces différents personnages. Et voilà, l'ensemble tient la route, l'ensemble est assez cohérent. Et l'ambiance, la tension est bien menée de bout en bout avec un bon crescendo et un très bon final. Donc voilà, personnellement, j'ai passé un très bon moment encore à la lecture d'un bouquin de Zep. Taïo ? Je sais pas par où commencer. Le scénario, bien, mais... Déjà vu ? Non, pas déjà vu, mais en fait, si tu veux, quand tu commences l'histoire et que tu connais le titre, tout bêtement, tu te dis, hey, il va y avoir, à mon avis, une mauvaise soupe, ça va mal Ça, c'est finir. parce que toi, tu sais lire l'anglais, tout le monde ne comprend pas tout de suite aussi. Franchement, tout de suite, parce que t'es un peu élitiste. d'anglais, c'est ça. Parce que t'es un peu élitiste aussi. Tu te la pètes, tout de suite, tu sais lire l'anglais. C'est vrai, voilà, ça va être pour ça. Donc, du coup, ça... Et très rapidement, entre guillemets, voilà, tu le sens. Pour moi, le scénario, il n'a rien de neuf. Il n'y a pas de surprise. Hein. Il n'y a vraiment aucune surprise. Il n'y a rien de neuf. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est joliment dessiné. C'est très agréable. J'ai beaucoup aimé les couleurs qu'il met dedans. Ouais. Les tons de couleurs, en fait, qui finalement te donnent vraiment une atmosphère très sympa. Il ne tiendra jamais ce téléphone. Voilà. J'ai passé un bon moment, c'était joli. Je savais déjà que c'était la fin en disant le début. Ok, merci Zep. Mais c'est vrai que du coup, tu nous montres quand même que tu as plus tu fais d'autres choses que Titeuf. Et c'est très bien. C'est pas le premier bouquin qu'on lit. C'est pas le premier bouquin qu'on lit qui n'est pas Titeuf. Qui n'est pas Titeuf et où il est dans cette veine réaliste. Hein. Non, moi je passais un bon moment. Je te rejoindrai un peu en étant moins prosaïque et moins dépressif. Dans le ton. Non, il y avait un ton dépressif dans la façon dont tu parlais du bouquin. Moi peut-être que c'est aussi notre future réalité. Ce ne sont pas les arbres qui le feront, mais ça va arriver. C'est un peu l'idée, oui. Voilà. Moi, j'ai trouvé quand même l'idée qui est la base de l'intrigue intéressante, un petit peu novatrice, mais là où ça mène, effectivement, on s'y attend un peu. La BD est sympa, elle est intéressante. Maintenant, il n'y a rien qui m'ait fait que je m'en souviendrai dans 2 ans. Quoi. C'est un peu la difficulté. J'ai passé un bon moment, fait un beau voyage, lu une belle histoire, mais il n'y a pas de thèse mirobolante, il n'y a pas de prise de parti hallucinante, de choses qui vont faire que je vais faire « Waouh, il m'a laissé sur le cul ce Zep ». Voilà. Bon bouquin, bien fait, mais... ça suffit pas à faire un truc qui va me faire waouh. Si tu veux, dans le pitch, moi j'ai retrouvé le Trees de Warren Ellis qu'on avait commencé à lire avec les 2 premiers tomes. Ouais. Exactement. Où tu avais
sans parler du fait que les trucs Après, sont ça apparus. devenait. Mais tu sais, au début, tu as les scientifiques qui sont en train de regarder, donc justement, ces arbres gigantesques qui sont apparus. Il y a des champignons qui poussent au pied de l'arbre, et puis d'un coup, il se passe un truc. Voilà, ça m'a fait vraiment penser à ça. Mais en moins novateur. En moins novateur. Voilà, clairement. Surtout avec une narration beaucoup plus basique pour le coup, beaucoup plus linéaire que Trees, qui était un récit choral avec plein de personnages et qui permettait de noyer le poisson et de jouer un peu sur du spectaculaire aussi, en mettant des gouvernements, Après, il y a des d'autres attaques il y a d'hélicos, enfin, d'autres bon, ficelles qui rentrent Voilà. en ligne de compte. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus terre à terre et plus direct, qui est moins à l'américaine, quoi, même si Warren Ellis c'est pas américain. Moins l'américaine, mais en même temps plus proche du lecteur. C'est-à-dire que si tu veux essayer de le sensibiliser à ce qui peut se passer, je pense que la démarche de Zep, pour le coup, même si elle est moins waouh, est somme toute plus efficace, si tant est qu'il y ait de l'efficacité, par rapport à celle de Trees. Bon, ça reste un bouquin, si on aime Zep, si on aime son dessin, si on aime la bonne SF, parce que, enfin, de la bonne anticipation. Oui, de bonne anticipation. Voilà, plutôt réussi. Ça manque d'un élément novateur, ça manque d'un twist, ça manque de quelque chose qui nous met à donf. qui te surprenne un petit peu au milieu de tout ça. Apollo 11, hein, on avait dit. Apollo 11, donc on va. Mais oui, ouais, ça, attends, C'est maintenant, c'est naze. Ah, mais c'est Yigel c'est Zigel et On en a c'est déjà- CK. Et CK, on en a déjà parlé. On n'a pas déjà fait un truc Ouais, mais on parle de toutes leurs BD parce qu'ils nous les envoient et qu'ils font un podcast concurrent et que donc on cherche plein d'excuses pour dire du mal d'eux. Et on y arrive quasiment pas à chaque fois. Ouais, Presque c'est ça. Presque pas. Si lui, il y arrive à gauche. Moi, j'y arrive Ouais, toujours. Toi, tu arrives toujours à dire du mal, toi. Moi, je peux Ouais. dire du mal. de Ça ne demande n'importe aucun qui, effort. mais c'est trop facile. Bon, donc du coup, Apollo 11, Apollo 11, qu'est-ce que c'est? Bah, j'ai pas lu les 10 tomes d'avant, alors j'ai été un peu C'est emmerdé. ça, moi aussi, j'étais emmerdé. Je sais qu'Apollo, c'est un mec qui a fait de la boxe. Ouais, c'est ça. Après, je sais pas. Il n'y a pas eu un film, Creed, là, qui parle de son Ça. fils Ça. Bon, donc du coup, Apollo 11, donc la mission américaine qui s'est posée sur la Lune, donc les premiers pas de l'homme sur Mais la Lune. non, donc, c'est un pour- boxeur. On te dit, tu comprends rien, toi. donc avec Neil Armstrong, Buzz Aldrin et le dernier, Bah oui, j'ai pas révisé. Enfin, lui, là, celui dont on Celui qui connaît reste jamais dans le la nom. navette en fait. et qu'on Celui a qui reste jamais- dans la- voilà. dans la navette. et qui faisait des tours de Lune en fait. John Glenn. John Glenn. Donc là, on va suivre justement donc le Apollo 11, donc l'entraînement avant, comment est-ce qu'ils sont arrivés en haut, le voyage, quoi. Un truc un peu connu, récit historique, Didactique, même. didactique, qui va nous expliquer plein de choses sur le voyage lunaire, le voyage vers la Lune, parce que lunaire, non, mais... Oui, vas-y. Oui. Disons que là j'essaie déjà de trouver des arguments pour essayer de ne pas vous faire... que vous le Pour démontriez pas tout. spoiler. À la fin, ils y arrivent. Il se passe un truc quand même à la fin, et ça a marqué le monde entier parce que c'est passé à la télé, vous imaginez? Non. Il y a plein de gens qui pensent que Il y a c'est. plein de gens qui pensent que c'est faux et que de toute façon, la Terre est tourné plate. ouais. Mais j'ai trouvé ça efficace parce que c'est une histoire qu'on connaît déjà. On est sur quelque chose qui est quand même bien mené au niveau, comme tu disais, didactique. Graphiquement, j'ai moins aimé, on va dire, les personnages. J'ai pas. C'est sur le dessin des personnages, ça m'a pas follement emballé, mais s'il te plaît. Après, voilà, les plans de la Terre, tout ça, c'est quand même très très joli. Un bouquin à voir si vous avez envie de faire découvrir à un gosse Apollo 11, mais sinon, après, autant regarder L'étoffe des héros, quoi, ou de regarder d'autres films à la télé, ce sera vachement plus intéressant. Voilà, je suis désolé. En introduction, tu as dit qu'on ne disait pas de mal. Pas tout le temps. Non, mais le bouquin est bon, mais donc est-ce que du coup en BD l'Apollo 11, tu vois, ça te fera vraiment vibrer? Ben non, autant voir des images, quoi. Oui, là pour le coup, on a quand même quelques images. C'est vrai que c'est plus intéressant que de voir aussi peut-être des images réelles. Après, je trouve que ça aurait pu être bien plus indigeste, tu vois. C'est pas forcément évident de raconter tout ça en restant dans le cadre historique, sans en faire des caisses, ou tu peux pas en faire des caisses justement, et en restant
en gardant une forme d'attention alors que tout le monde connaît l'histoire au final. C'est un petit peu comme raconter Titanic, on en parlait tout à l'heure. C'est toujours un peu compliqué, c'est un exercice un peu casse-gueule. Et je trouve que pour le coup, le duo s'en est mieux sorti que sur Marie Curie, qu'on avait lu également, qu'on avait chroniqué. La vie de Marie Curie est pleine d'événements, et j'avais trouvé ça peut-être un peu plus récitatif que là. Voilà, où on a la sensation qu'il y a un petit storyboard qui est écrit entre les personnages, où on sort un petit peu de la succession de faits énumérés. Alors, je tiens à rappeler que Apollo 11 est un travail de commande pour le magazine Cosinus, qui donc implique... Tu te vannes tout seul quand même. Quoi ? Cosinus. Putain. Allez, bien, ouais. Cosinus. Bref. Et donc, qui est un exercice qui a ses difficultés. Ça y est, le chat, c'est parti en vrille. Randall Flagg, le problème de la Lune, c'est que c'est aride, il y a Polo. Oui. Qui est un exercice délicat. Sur Marie Curie, je me souviens que moi, ce que j'avais noté, c'était qu'on voyait un petit peu trop le chapitrage qui avait été imposé par le fait d'être prépublié. Et depuis le précédent qu'ils avaient fait sur la géologie, là, ils avaient réussi à totalement passer à côté de ce côté où on sent le poids des chapitres liés à la prépublication qui est difficile. Après, pour moi, pour le public visé, salut Cobal, pour le public visé, pour le côté jeunesse, etc., ça marche bien, le récit est intéressant, ça s'intéresse aussi au côté un petit peu personnel autour des futurs astronautes. Le début où tu as justement tout le passage de la vie de Neil Armstrong avant, quand il était pilote d'essai, tout ça c'est super intéressant, mais après c'est vrai que le problème c'est que c'est une histoire qu'on t'a déjà tellement racontée que du coup trouver de l'intérêt sur un truc que tu as déjà vu 50 fois, voilà. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas... Ouais, tu connaissais déjà l'histoire et que ça n'a rien apporté pour toi, quoi. Après, je vais revenir aussi sur un point que j'avais critiqué dans le tome précédent, c'était les couleurs, que j'avais pas aimé dans le dernier, Alice et je sais plus comment ils s'appelaient les trucs, merveilles géologiques, machin chose. J'avais trouvé que les couleurs collaient pas, avaient un problème. Et là, pour le coup, ça tient la route, quoi. J'y aurais pas fait attention, je pense, dans n'importe quelle autre situation, mais le fait d'avoir lu une des BD où les couleurs m'avaient pas plu, là, je trouve que ça colle très très bien. Après, il est toujours délicat de parler d'une bande dessinée dessinée par quelqu'un qu'on apprécie pour ses activités autres que la bande dessinée. On aurait tendance, et qui nous envoie ça pour le plaisir. Non, toi, t'aurais aucun mal à dire, Thierry. Il n'a pas d'amis, il n'a pas de race. Mais globalement, je suis parfaitement objectif de façon non officielle. Voilà. J'avoue, je ne sais pas si Gaël va nous envoyer son prochain bouquin qu'il a dessiné sur un scénario de Laurent Deutsch, qui tout de suite met notre petite mauvaise foi et notre mauvais esprit en émoi. Devine de quoi ça parle. Je pense d'histoire, mais... Ouais, mais de roi, quoi, merde. Pas de n'importe quoi comme histoire, c'est Laurent Deutsch, quoi. Il nous parle des vrais gens qui devraient diriger notre pays. Laurent Deutsch. Donc c'est le prince de machin, hein. Non, il va parler... enfin bon, j'attends de voir, je sais pas si on l'aura, parce que... Mais bref, Apollo 11 par Gaël et CK. Qui avait fait le métronome, oui. C'était intéressant, ça. Ouais, mais c'est un peu, d'un point de vue historique, il est très très controversé, car très à la Stéphane Bern, très très pro-royaliste, avec une petite réécriture pour certains auteurs allant dans ce sens-là, en fait. Voilà. Ça, c'est des guéguerres de clochers entre historiens. Disons que le problème, c'est que les historiens se considèrent comme des scientifiques, et ce que fait Laurent Deutsch, ce n'est pas de la science. C'est de la vulgarisation. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est ce que fait Franck Ferrand aussi, et du coup, forcément... Oui, mais Laurent Deutsch ne se baserait pas sur des bases scientifiques. C'est un peu la difficulté qu'il y a vis-à-vis de son propos pour les historiens modernes. C'est-à-dire qu'il donnerait, alors on est sur un tout autre débat, mais il donnerait des choses comme étant factuelles alors qu'elles ne le sont pas. Bon, Cobal résume les choses de manière assez pro en disant que c'est un monarchiste de merde et d'extrême droite. Voilà, ça sert à rien de tourner autour du pot, quoi. Ouais, mais il boit du yop. C'est vrai. C'est vrai. Et il boit du yop. Il boit du yop. Ouais.
Et ça change tout. C'est sûr. Et je pense que ça mérite une transition vers la suite, parce qu'on est en train de s'égarer. Tu vas donc nous parler de Conan le Cimérien. Ouais, Conan le Cimérien. Le Cimérien Cimérien. Le Cimérien fait qu'il est à poil. Et Conan à poil. Ah, mais on est dans le vermot, là. Pour cet enregistrement, ça devient difficile. On a le titre de l'émission. Cimérien, ce qu'il a pas. Oui, effectivement, on a peut-être un titre d'émission. Notez-le. Non, quelque part. l'almanach Vermo. Non, mais Cimérien, ce qu'il a à poil, je pense que ça peut être pas mal. La citadelle écarlate. Eh ouais, la citadelle. Conan est un roi. Ça y est, on est vers la fin de sa vie. Il est le roi. C'est une des rares nouvelles de Howard où on apprend qu'il arrive à devenir roi. Sauf que, bien entendu, les gens sont pas contents et des méchants sorciers vont essayer de lui péter la gueule, de le démettre de son trône. Et Les gens sont pas contents? Non. non, les gens sont contents, mais les méchants sorciers, non. Le peuple est content de Conan. Oui, mais pas les méchants sorciers qui voudraient le pouvoir. Et pas les méchants barons et ducs, Oui. qui eux veulent toujours plus de pouvoir. Eux, c'est des méchants. Oui, voilà. Donc on se retrouve sur le truc classique où on a le gentil roi qui va être démis de ses fonctions par divers complots, où il va être emprisonné. Aïe, quoi. Il va être emprisonné dans un donjon où il va devoir Sombre et ouvrir- obscur. Voilà, où il va ouvrir des portes. Mais Alors déjà, il est pas dans le donjon, il est dans les caves. Parce que... excuse-moi, mais cave, donjon, c'est kiff kiff. Bah si, parce que forcément, après, quand tu veux t'évader dans un bon JDR, tu remontes. Voilà. Bref, quoi qu'il en soit, on va un peu suivre les mésaventures de Conan à ce niveau-là. La base scénaristique est classique, on va dire, mais d'un autre côté, comment ne peut-elle pas être classique lorsqu'elle est écrite par un des créateurs du genre, en fait, Howard. C'est scénarisé par Luc Brunschwing et dessiné par Étienne Leroux. Et c'est que dire, c'est très efficace. On reste sur quelque chose qui le fait, quoi. Où Conan va réussir à se sortir du mauvais pas dans lequel il est, malgré les trahisons et les traîtrises des gens qu'il va fréquenter. Même les gens qui croient qu'ils vont l'aider, qui sont là déjà pour le trahir. Il y a un peu de suspense, de surprise, d'action. On finit en apothéose avec des grandes batailles. C'est la classe, c'est Conan, et c'est bien foutu. Voilà, moi j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. J'ai passé un bon moment, ça marche bien. C'est un Conan où ça manque de meuf à poil, mais quelque part, il n'y en avait pas besoin dans cette histoire-là, donc ça marche plutôt bien. Ça, c'est triste. Thio. Donc, la Citadelle écarlate, moi, ça reste une de mes histoires quand même un peu, enfin, une nouvelle un peu préférée en fait sur Conan, parce que du coup, tu as, d'une part, on est arrivé à la fin de sa vie, il est enfin roi. Il n'est pas roi parce qu'il était donc le fils de quelqu'un, mais juste parce qu'il a réussi à conquérir le trône et que du coup le peuple l'aime parce qu'il est juste dans ce qu'il a pris comme décision. Seulement, bon, forcément, quelques vicissitudes de la vie et quelques barons et baronnets ont envie de plus de pouvoir, donc il va être trahi. Mais, comme tu disais, tu vois, dans le cliché, et bien encore une fois, on est déjà dans le cliché parce que le grand prêtre sombre, grand vizir. sorcier qui du coup a un ego surdimensionné, se retrouve face à Conan. Bon, Conan lui dit que s'il n'avait pas ses chaînes et 50 gars autour de lui, il lui aurait déjà arraché la tête et essayé de lui faire rentrer dans le cul. Et ben le roi qui est à côté, enfin le baronnet qui est à côté de lui, il fait putain mais on le tue tout de suite. Et là ça fait non, on va le jeter dans un trou super noir et il ne ressortira jamais. Et là, encore une fois tu dis voilà, il y a un mec qui a un gros ego, et ben il veut pas tuer il veut faire un long discours. Alors que tu vois, Classique. s'il avait suivi le petit baronnet, l'histoire était finie, c'était plié et plus de Conan. On le tuait tout de suite. Donc tu vois, on n'est pas tout à fait dans le... Quoi qu'il en soit, un très bon tome de la C'est un série. très bon La tome. série reste... Enfin, cette série Elle qui est- reprend elle est- les nouvelles reste de qualité. Elle reste de qualité et je trouve qu'à chaque fois, tu as quand même une... C'est très fidèle par rapport à la nouvelle, Toi, t'as lu les nouvelles, hein, toi. tout en ayant quand même une bonne... je trouve une bonne interprétation. Parce que du coup, bah forcément, quand tu lis une histoire, tu as des images qui te viennent en tête. Et finalement, je trouve que ce qu'ils arrivent à nous proposer, pour l'instant, dans tous les tomes qu'on a lus, il y a quand même une belle fidélité, il y a quelque chose qui est très, très sympa. Voilà. Et là, on va partir sur un autre auteur, une autrice, pour le coup, Virginie Augustin, sur un
qui est une autrice qu'on n'attendait pas forcément là-dessus. Oui, Je vais expliquer pourquoi. il y a une pause là, Ah, attention, ça qu'est-ce a qui se bougé. passe? Ça a bougé. Non, c'est qu'on a eu un petit problème de pied de micro. Ah, vous avez Ouais, bougé. Je pense que ce sera mieux. Voilà, nous parlons Peut-être qu'on donc peut trop bouger. du Conan de Virginie Augustin, dont le titre, tu peux le lire mieux que moi. Chimère de fer dans la clarté lunaire. Donc, le Conan de Virginie Augustin, je te laisse en parler. Alors donc, on se retrouve au départ avec une jeune femme qui est poursuivie par oui, une jeune femme qui est poursuivie par une sorte de grand vizir qui veut la tuer. Et Conan surgit et dézingue le gars. Voilà. Bon, en même temps, Conan vient de se faire défoncer sur un champ de bataille. C'est d'ailleurs dans celui-ci qu'on apprend que tout son peuple a disparu, tué donc en partie par l'armée du vizir en question, ou c'est un des généraux de l'armée, enfin bon. Et Conan va prendre la fuite sur une petite barque, et il va prendre la fille avec lui, parce qu'elle lui dit « si je reste là, je vais me faire dézinguer aussi », donc du coup elle le suit. Et il se retrouve sur une petite île, une île assez sympa visiblement, loin de tout, mais visiblement ils ne sont pas tout seuls sur cette île, car il y a une sorte de temple un peu étrange où on a des ombres à l'intérieur qui provoquent des cauchemars quand on dort à l'intérieur. Dans la forêt, il y a des cailloux qui tombent de très haut sans avoir de montagne à côté. Donc il y a des choses étranges qui se déroulent sur cette île, et on se retrouve dans une aventure où on va avoir un petit début d'horreur et un peu d'horreur Lovecraftienne. On va avoir le petit côté le temple avec ces statues qui sont vraiment quasiment des statues qui sont parfaites répliques d'êtres humains. On peut presque voir le détail des rides au coin des yeux, quelque chose qui fait vraiment froid dans le dos. Et en même temps, un truc inconnu dans la jungle qui bute tout le monde. Et avec des pirates, etc. Avec des pirates qui vont venir, que Conan va essayer donc de rallier à sa cause, parce qu'en fait, eux, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils sont sur cette île et ils sont arrivés avec une petite barque. La barque s'est fait défoncer par on ne sait pas trop qui, mais du coup, ils n'ont plus de bateau. Et donc, il va falloir qu'ils s'en sortent. Comme le Mais dit... il n'y a pas de grand sorcier. Oui. Mais par contre, je pense Vous que voulez Conan... une série de monstres, quand même. Ouais, une série de trucs monstres, comme ça. mais par contre, peut-être que Conan peut se taper la fille à la fin. Ouais, et quand même, oui, parce que je le rappelle, hein, le scénar de Conan, c'est il y a un méchant sorcier, il y a une jolie fille à poil, Conan bute le sorcier et se fait la fille. C'est le scénar. Pas toujours dans cet ordre. Hein. C'est le scénar de base de Conan. Après, il y a des variantes, parce qu'à un moment donné, il faut savoir se renouveler. Mais c'est le côté archétypal, hein, ce qui n'est pas forcément un reproche. Hein. À un moment donné, sur une série, tu crées des archétypes d'histoire. Randall nous dit qu'il n'a pas de chance Conan, il se passe des merdes comme ça, il a la poisse. Alors moi, ce qui était intéressant, c'est de voir cette approche C'est Chrome qui le met à de l'épreuve. Conan, déjà par une femme, je crois que c'est la première depuis le début. Une femme qu'on n'attend pas vraiment là-dessus, même si, moi, ayant découvert Virginie Augustin dans l'illustration de jeux de rôle, je m'attendais un peu à la voir sur ce genre de choses, même si elle avait fait des choses un peu plus, on va dire, délicates. On sent aussi qu'elle a voulu accentuer le côté un peu bourrin au niveau du trait de Conan et du personnage. Il est vraiment présenté comme vraiment barbare, quoi. Le côté un peu brut. T'as un méchant, c'est quand même un des premiers méchants de Ken le Survivant. Le gros pirate géant, voilà, c'est le premier méchant de Ken le Survivant. T'es d'accord? C'est la même gueule, c'est le même. Retrouve-le, tu vas voir, tu vas faire putain, ah merde, oui, c'est vrai, c'est lui. C'est le premier gars qui explose dans Ken le Survivant. Merde, oui, non. voilà, t'es d'accord? C'est avec le visage déformé, pareil. Enfin, je sais pas à quel point c'est volontaire, mais j'y ai pensé tout de suite, quoi. Donc, elle va jouer sur ces clichés, elle va en abuser, et c'est pas si mal en fait, parce que y a une sorte de second degré dans la lecture du fait que elle s'applique à mettre des trucs un peu lourdingues entre guillemets, mais qui passent bien. Et puis après, le côté Lovecraftien dans ce temple avec les monstres, etc., est une réussite et marche super bien. Voilà, encore un tome agréable à lire. Je trouve la collection, globalement, parce que là on en est au 5e ou 6e qu'on est lu depuis le début, plutôt très 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 réussi, quoi. Moi Et en même temps, en fait, la survie quand même de Conan ne tient en fait que grâce à la fille. Oui. Parce que sinon il serait mort. c'est la fille qui l'a sauvé. C'est la fille qui le sauve. Et ça, c'est la classe. Du coup, c'est pas autant misogyne que certains l'ont dit.
Je crois que Conan est plus subtil. Il est inscrit c'est très moderne pour son époque, mais ça reste quand même de son époque. Voilà. Il y avait encore beaucoup de travail sur la place de la femme, je crois, à cette époque-là, à faire. En même temps, c'est elle qui le sauve. Ouais. On passe à la suite. Kids numéro 1. Aurélien Ducoudray au scénario et Jocelyn Jaurès pour le dessin et la couleur. Alors, on va suivre une bande d'adolescents qui tentent de survivre en mode post-apocalyptique face à des zombies. Une grosse épidémie de zombies. Et là, on se situe quelques semaines après l'épisode de zombification. Et donc, même les zombies commencent à manquer de nourriture. Donc, ils commencent à être un petit peu affaiblis. Et notre bande de jeunes adolescents vont se régaler, à les dézinguer, à les poursuivre. C'est d'ailleurs comme ça que commence le bouquin. On a une scène de poursuite entre un zombie mais qui s'enfuit. et donc, nos deux adolescents qui cherchent à le dézinguer. On est donc sur une base assez connue, assez classique, des groupes de survivalistes dans un monde de zombies. On avait déjà vu ça dans Seul, mais on est sur une ambiance radicalement différente. C'est plus fun, c'est plus bourrin. Même si on a des petites scènes où on se rend compte que c'est difficile de se rappeler ce qui s'est passé avant, que certaines personnes leur manquent, etc. etc. Globalement, le groupe de jeunes ados reste quand même encore très jeune et ils s'amusent finalement de cette situation-là. Alors c'est aussi sans doute un mode de protection, mais nous, au final, on a quand même quelque chose d'un petit peu rigolo et simple à la lecture, de quelque chose d'assez frais. On va avancer dans l'histoire avec des préoccupations classiques dans ce genre de situation. Aller chercher du ravitaillement pour avoir des armes, pour avoir de la nourriture. Et donc, le ravitaillement, ils partent en quad. L'objectif, une maison qui n'a pas encore été visitée, sur un plan qui a été méthodiquement coché, organisé, etc. Puisque bon, là aussi, dans notre groupe, les choses se sont organisées et on a un leader qui décide un petit peu tout ça et qui essaye de maintenir de l'ordre malgré les nombreuses disputes. Et donc, on va suivre l'évolution de ce groupe avec bien sûr quelques rebondissements. Donc on est sur un tome d'introduction qui positionne notre groupe, qui nous fait rentrer quand même assez vite dans de l'action. Et c'est assez frais, c'est assez sympa. Donc ça va être sans doute de l'easy reading. Ça se destine principalement aux ados. Et ça marche plutôt bien. Moi qui ne suis pas un énorme fan des zombies, voilà, j'ai quand même trouvé du plaisir. La narration est assez sympa, le dessin également, les couleurs. L'ancrage apporte énormément. Donc voilà, j'ai passé un bon moment. Titio. Une bonne BD jeunesse, on est toujours dans l'univers, voilà, comme tu disais, sur les zombies, et quelque part on a eu quand même pas mal de BD là-dessus ces derniers temps. C'est C'est très mode. C'est très mode. C'est très mode, mais écoute, moi j'ai trouvé ça très divertissant. Le fait qu'il n'y ait que des gamins qui aient survécu et pas d'adultes, ça amène déjà un petit truc ça sympa. Sera peut-être un élément aussi scénaristique. Ça fait un peu seul, c'est sûr, je suis d'accord. Mais Et pas que seul, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres histoires. Mais voilà, c'est divertissant, c'est péchu, c'est drôle parfois. Il y a le petit... Moi, je trouve ça assez sympa, le passage du retour où en fait il faut montrer que t'as pas été mordu, donc du coup tu dois te mettre à poil. Ouais. Et que l'autre filme. C'est un moyen assez basique. Oui, parce qu'on a l'un des personnages qui s'appelle Spielberg, Oui. surnommé comme ça, qui passe son temps à tout filmer. Voilà, tome 2 à paraître. Moi j'attends ça avec un petit peu d'impatience. Tome 2 paru, bah, tu vois, il faut que je suive un peu plus. Pour info, il y avait une version collector avec un petit jeu de plateau qui était fourni également. Ouais, moi j'ai bien aimé le dessin, ce côté un peu qui fait beaucoup penser à Jamie Hewlett. Donc Jamie Hewlett, c'est Tank Girl et Gorillaz. Donc tout de suite, ça y est, vous voyez le style graphique. Effectivement, je trouve ça un peu proche, donc c'est très dynamique. Ça marche bien. Tu sais, ces petits yeux qui sont juste Des yeux billes noirs, là. Ouais, de billes noires, un peu simplistes. Et puis ouais, une histoire jeunesse
qui marche bien. Maintenant, oui, je me demande où ça va aller, s'il va y avoir un petit truc en plus qui va rendre ça plus intéressant que toutes les histoires de jeunes paumés au milieu de nulle part avec des zombies, quoi. Voilà. Donc c'est joli, c'est bien écrit, c'est bien foutu. C'est très dynamique. J'aurais les tendance à découpages, faire confiance à Aurélien Ducoudray, Ducoudray pour nous apporter le truc qui va faire que ça va être top. Mais on est vraiment dans un tome 1 introductif qui nous présente vraiment la situation. Donc c'était Kids chez Glénat par Aurélien Ducoudray et Jocelyn Jauré. Voilà, tu vois, j'avais pas son nom de famille. On va pouvoir passer à la bande dessinée suivante. L'atelier des sorciers, et pas des sorcières, donc de Shirahama Kamome. Tu le dis trop bien. Merci. On va suivre donc les aventures donc, de Coco. Coco qui a toujours été fasciné par la magie, mais qui en fait ne peut pas faire de magie, parce qu'il n'y a que les sorciers qui ont le droit de faire cela. Et il faut, entre guillemets, naître. On est sorcier, on ne le devient pas. Donc du coup, comme elle n'est pas née sorcier, elle ne peut pas devenir sorcier. Donc elle continue à aider sa mère dans la petite auberge qu'elle tient au fin fond du cul du loup. Et un jour, il se passe quelque chose, c'est un sorcier va dormir dans leur auberge. Et comme il y a eu un petit événement qui s'est déroulé dans la journée, c'est-à-dire que le chariot de, je sais plus, du facteur ou un chariot qui passait par là, la diligence, a été cassé. Des petits nobliaux à l'intérieur. A été cassé. Il faut le réparer et donc le sorcier se propose de le réparer par magie pendant la nuit. Et notre petite Coco, qui va forcément être très curieuse, va regarder par la fenêtre et va comprendre le secret de la magie. Et là, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire forcément en rentrant dans sa chambre le soir ? En s'allongeant dans son lit, elle va essayer et forcément, ça va partir en quenouille. Il va y avoir un gros souci, elle va lancer un sort mais de monstre, de malade. Et donc, heureusement que le sorcier était là parce que du coup, il va pouvoir stopper en partie le truc. Mais sa mère est morte, à la pauvre Coco. Donc du coup, là, elle va devenir la disciple du magicien qui s'appelle Kiefer, Kiefrey. Je sais pas comment tu le prononces. Elle va devenir donc disciple de celui-ci, qui est déjà donc un magicien confirmé, parce qu'il a déjà 2 ou 3 disciples chez lui. Ces disciples donc, vont devoir accueillir Coco, qui va devenir la nouvelle magicienne du groupe. Et on va avoir plein de petites aventures, et on va comprendre que petit à petit, il y a une sorte de complot. Donc avec d'un côté les magiciens, on va dire, propres et gentils, et de l'autre côté, des magiciens plutôt sombres qui, eux, essayent de gouverner le monde et de faire écrouler l'ordre social. C'est marrant, mais maintenant que tu viens de faire le pitch, je me rends compte que ce manga est d'une richesse. Il y a plein de choses qui se passent dedans. D'une richesse qui est assez hallucinante. C'est-à-dire qu'on a à la fois ce côté histoire de découverte adolescente. Donc, pareil, passage à l'âge adulte, je découvre la magie, je découvre mes pouvoirs, truc très basique, classique derrière. On a tout un univers qu'on découvre, qui est un univers qui est assez complexe en soi, que je trouve intéressant. Tout le principe comme quoi la magie, c'est du dessin. On ne gâche pas non plus, on est dans un tome 1 d'un manga. Moi, je ne l'ai pas dit. Oui, je sais. J'ai fait le pitch sans le dire. Oui, je sais, mais je trouvais... Mais c'est comme ça que c'est vendu dès le départ. Voilà, avec des règles qui sont écrites et qu'on découvre au fur et à mesure et que, tiens, ça tient la route. Et il y a tout un système de magie qui est super bien défini. On se retrouve avec les gestions des conflits avec les différents apprentis, avec certains des apprentis qui sont plutôt des grosses ordures de leur race. Ils sont un peu jaloux, c'est tout. Ouais, enfin bon, pour montrer leur jalousie, ils vont loin quand même. Des épreuves initiatiques avancées et surtout un complot et un fond qui a l'air beaucoup plus mature et adulte que la base de l'histoire. Kiefer, le grand magicien, on a quelques scènes assez énigmatiques où tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de costaud qui est écrit derrière, qu'on nous a commencé à nous montrer les bases, et on a envie de savoir, quoi. Ça marche super bien. Et on se retrouve avec une BD qui a le cul entre deux chaises, mais de façon réussie, entre le côté un peu mièvre de cette petite fille qui découvre la magie et l'univers de cette magie autour de ça, et le côté à côté beaucoup plus sombre de ce complot autour des personnages qui est vraiment plus proche d'histoires très matures en fait. Et ça marche. Et c'est un mélange qui marche.
Ce qui fait que le côté mièvre m'aurait cassé les couilles très très vite au bout d'un moment. S'il n'était pas contrebalancé par ce côté mature qu'il y a autour, qui te montre que oui, mais c'est normal que ce soit un peu mièvre parce que c'est une petite fille, il y a tout ce côté-là, etc. Et tu dis, ah ouais, mais est-ce que c'est une BD qui va réussir à garder un peu cette fraîcheur sur le long terme, ou est-ce qu'elle va devenir de plus en plus sombre? Moi, j'ai passé un très très bon moment, surtout que le dessin, Ouais, ça, on voit, hein. t'as une finesse du trait et du graphisme, une richesse dans les décors, enfin, des choses qu'on voit pas si souvent que ça dans du manga. Quelque chose plus à l'européenne. On reconnaît un peu... on sent des influences à la Mobius, hein, quand tu vois, t'as toute une scène avec une sorte de paysages volants, là, tu sais, des paysages qui sont dans l'air, qui volent, etc., qui fait vraiment penser du Mobius. Enfin, c'est très joliment dessiné et le scénar fonctionne super bien. J'ai grandement envie de lire la suite. Je ne l'ai pas proposé en coup de cœur parce que j'avais une grosse hésitation et que je serais curieux sur un tome 2, on va dire. Parce que souvent, les mangas, c'est sur le tome 2 que tu vois où ça va. Les tomes 1 servent souvent d'intro. Mais pour une intro, c'est déjà super riche. Petite question d'Azertov, la couverture est très jolie. Est-ce qu'à l'intérieur, c'est pareil? Oui. Ouais, Oui. c'est pareil. Voire même parfois mieux. Non, c'est vraiment un super bouquin. Et en plus, du coup, nous, on l'a eu dans le cadre de 48 heures de la BD. 48 heures de la BD. Et dans les trucs qui sont proposés. Voilà, avec des 1 fois, euro. Ouais. C'était 1 ou 2 euros, je sais plus, c'est 1 euro. Ouais. Enfin bon, Mais Azardov nous dit qu'il n'a pas accroché, lui. moi je trouve que ce qui est cool, voilà, c'est que tu peux découvrir des choses que du coup tu n'aurais peut-être pas forcément acheté au départ. Et du coup on trouve des bonnes choses aussi, même dans ces 48 heures de la BD, quoi. On a eu déjà le cas, c'était Télémac et, Oui, et donc l'Atelier des Sorciers. Bon, Télémac, il n'y a que 2 tomes pour l'instant. L'Atelier des Sorciers, je crois qu'il y en a déjà 2 ou 3, non? Je sais pas. 3 me semble-t-il de Télémac. Ouais. Non, l'Atelier des sorciers, je sais pas combien il y en a. Ah, l'Atelier des Sorciers. Je vais regarder. La question d'Azer, en fait, c'était sur Kid, ouais, et la réponse est la même. Voilà. Bref, voilà, moi, comme je disais, j'attends un tome 2 pour voir comment est-ce qu'ils vont orienter leur truc, parce que je suis un peu De toute façon, circonspect. déjà la fin du tome 1, ça te laissait quand même dans une grosse merde quand même, hein. Donc Ouais. du coup, tu te dis, il va se passer des choses, quoi. Ouais, et puis, il se passe un nombre de trucs dans un seul tome, quoi. Mais par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu avais surtout quand même, t'as beaucoup d'actions, tu as plein de choses qui se passent, mais pour l'instant, il n'y a pas de combat ou de violence, quoi. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est même quand il se passe des choses et qu'en théorie, il y a une sorte d'opposition. 5 tomes. 5 tomes. Il n'y a pas vraiment de violence dans le trait, quoi. Ou de combats qui sont montrés où on se tape sur la gueule. Voilà, pour le moment, on ne sait voilà. pas jusqu'où ça va aller à ce niveau-là, mais ça marche bien, quoi. Voilà, donc l'Atelier des Sorciers 2, nom de l'auteur que je ne saurais pas prononcer. Kamome Shirahama. Kamome Shirahama, oui. Enfin, ou Shirahama, Voilà. Kamome, tu fais. Et c'est chez Pika Édition. Et il existe des éditions collector à chaque fois. D'accord, on va se contenter des éditions 48 heures de BD qui n'étaient pas non, chères. parce que finalement, parce que même, je trouve que les couves normales sont plus jolies que les couves collector. Peut-être que les collecteurs sont en plus grand format. Et pour le coup, c'est le genre de manga qui mériterait un format un peu plus grand, tellement le dessin est agréable. Je suis en train de regarder. Ouais. C'est 18 par 13. Non. Donc je ne pense pas que ce soit du plus grand. Bon, eh bien, nous allons pouvoir passer à la suite. Star Wars Genèse Jedi. Je vais devoir l'avouer tout de suite. J'ai commencé à lire ce tome 1 de Star Wars Genèse Jedi et je ne suis pas arrivé jusqu'au bout. Ah oui, mais ok. Voilà. Star Wars Genèse Jedi, c'est un peu comme si on voulait te raconter l'origine des Jedi du début et qu'on s'est dit, mais pour raconter les origines des choses, on va prendre le modèle le plus chiant du monde, c'est le Silmarillion. Et donc, on va commencer pareil et on va vous raconter plein de trucs en vous disant, là, il y a une grosse bataille et ça avait l'air super intéressant, mais on va passer à la suite. Et puis là, il y avait un personnage qui avait l'air trop bien, mais on va passer à la suite. Et à la fin, on va mettre des gens ensemble et on va écrire Jedi de façon un peu différente pour dire que c'était avant. Et puis... Ah mais attends, parce que faut être lucide. Oui. Ça se passe quand même 36 453 ans et on écrivait pas pareil. avant
l'épisode 4. Voilà, donc il y a très 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 très, très longtemps dans une galaxie toujours aussi lointaine. Dans une galaxie toujours aussi lointaine. Et ensuite, on va avoir quelques personnages plus ou moins charismatiques, mais qu'on a à peine le temps d'être mis en scène. Et là, j'ai lâché, quoi. J'ai pas réussi. J'étais arrivé sur le moment où d'un coup, tu sentais qu'il allait commencer à se passer des choses, mais il y en avait trop. Ça allait dans tous les sens. Et je me dis, mais on est dans Star Wars, quoi. On est dans un truc où tu dois avoir du fun, de l'action, du pétillant, du mystère. Et là, ça commence par un résumé pendant, je sais pas, il y a 20 pages où il te résume en textuel ce qui s'est passé pendant des milliers d'années, mais on s'en fout en fait. Non, Ce qu'on non, veut savoir, c'est comment les gens réagissent. Pas... Non, parce qu'ils ont été sympas, ils ont quand même mis une petite image quand même pour illustrer chaque récit. Ouais, voilà, mais sauf que cette petite image, moi j'aimerais avoir l'histoire qu'il y a derrière. C'est un peu court. Et d'un coup, une fois qu'ils t'ont posé toute cette base qui est costaud, quoi, à encaisser, tu commences à avoir une histoire où tu as les enjeux sont pas clairs, quoi. Et puis après, peut-être que ça s'éclaircit après, mais j'ai pas été aussi loin. Ça s'éclaircit. Et c'est pour ça que je vais laisser la parole aux autres pour la suite, parce que, voilà, moi, ça m'est tombé des mains. Pourtant, le dessin est réussi, efficace, ça marche bien, c'est du comics, c'est bien foutu. Et ensuite, il y a un autre problème. C'est un peu comme si on lisait, on va dire... Voilà, c'est comme si tu lisais l'Ancien Testament alors que la Bible vient de sortir, quoi. C'est le vieux truc. Là, on est dans l'ancien univers Star Wars. Il est même plus canon, donc cette histoire-là, elle est même plus juste par rapport à l'univers Star Wars actuel, parce que ça, c'était avant que ce soit racheté par Marvel, et que donc tous ces trucs-là, ça n'existe plus. Par Disney. Par Disney, ouais. Disney rachète Marvel. Ouais, Marvel, enfin c'est tout pareil. Voilà. Bref, allons-y, je vous écoute, les amis. Vous serez sans doute plus convaincus que moi. Donc, moi, j'ai lu le tome 1 en entier, mais que le tome 1 pour l'instant. J'attends la suite. Il y en a 3. Après, oui, c'est la genèse. Donc, du coup, on est forcément, quand tu commences le début, il faut placer le truc. Je suis d'accord avec toi. On était dans le niveau du Silmarillion ou dans le début du Seigneur des Anneaux avec la vidéo Hobbit. Ou de la Bible, où tu te racontes tout le nom des 40 000 descendants de machin chose. Dans la Bible, tu l'as moins troisième quand même. branche. Tu l'as moins quand même. Mais bon, après, là, on va sur sort du chorale de clocher, donc ça va pas être intéressant. Mais graphiquement, c'est très joli. Après, oui, je suis entièrement d'accord. On a cette genèse. On a un début d'histoire. On a un début avec certains héros. Bon, j'attends la suite pour me dire qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, j'ai la bonne scène d'intro, si tu veux. À la fin, il va y avoir un ordre de Jedi qui va être gentil et un ordre qui va être méchant qui va s'appeler les Sith. Voilà, Oui, je te le résume. C'est pas exactement ça. Mais c'est parce que justement, en fait, là, pour l'instant, il n'y a pas de Jedi, il n'y a pas de Sith. Oui. C'est juste des gens qui commencent à avoir des pouvoirs. Donc, du coup, on se pose des questions. Et peut-être même qu'il y aura des Jedi gris, tu vois, comme on attend peut-être dans l'épisode 9, on verra. Et quand ils tombent dans les fosses, ils ressortent et ils sont blancs. Pour un mec qui n'a pas fini de lire le bouquin, je trouve qu'il a un gros avis. Je hein. sais, quand même, c'était trop ouais. facile. Pardon, c'était trop facile. Poursuivez. Essayez d'être convaincants, les gars. Alors, pour être convaincant, ce n'est qu'un premier tome et ce n'est qu'un premier tome d'une genèse. Donc, si tu veux, tu lui fais des reproches qui sont inhérents au fait que ce soit un premier tome et des reproches au fait que ce soit une genèse. Donc, quand il y a premier tome d'une genèse, forcément, ça ne peut que difficilement se passer autrement. Sur un pavé aussi monumental que l'univers de Star Wars, je trouve que, oui, je suis d'accord avec les défauts que tu énonces, mais en tout cas, pour moi, c'était moins gênant parce que d'une certaine façon, je m'y attendais. Moi, je trouve qu'au contraire, par rapport à l'ampleur du bestiau, ils s'en sont pas trop mal tirés. On a quand même des scènes de combat, on pose quand même des informations, on pose des personnages qui sont attachants, et effectivement, je suis d'accord avec toi, ils disparaissent un peu trop vite, ou en tout cas, on en entend que peu parler. Peut-être qu'on s'en resservira dans les épisodes suivants, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé qu'ils s'en étaient pas trop mal tirés. Pour reprendre le pitch général, l'ensemble de la population est dans l'attente de quelque chose, d'une révélation. Effectivement, une pyramide qui est détentrice du savoir en question voit ses portes s'ouvrir et emmène une partie des personnes comme étant des élus. Elle les emmène sur une planète qui s'appelle Titon et qui est la source, en tout cas on peut le supposer comme ça, la source de la force.
Et ces élus vont du coup bénéficier d'un enseignement, d'une force, d'une sagesse au-dessus de ce que tous les autres êtres vivants humains classiques pourront avoir. Et donc on a une espèce d'ordre de moines guerriers qui se met en place, on peut supposer précurseur de l'ordre Jedi. Et un jour, atterrit sur Tython un être qui est empli d'énergie négative, de mal, de rancœur, de haine, mais il ne sort pas de nulle part en fait. Visiblement, il avait été banni de cette planète Tython, donc il avait déjà commencé à bénéficier de l'enseignement et de cette forme d'énergie. Pour quelle raison est-ce qu'il en a été banni ? On n'a pas encore tous les détails, mais je trouve que c'est une mise en place qui est plutôt intéressante sur le pourquoi du comment. Voilà. Sauf C'est que pas le truc inintéressant. intéressant que tu me racontes, tu dois te fader 40 pages de trucs inintéressants avant. C'est ça pour moi, c'est qu'il y avait plein de moyens d'amener la même histoire, hein, le même chose, de façon tellement moins lourde. Parce que le début est on est dans du comics, c'est prépublié par 24 planches, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois te fader 24 un Moi, tome ce qui me- entier lourd. Et c'est dommage. Moi, Il ce aurait qui- pu complètement zapper ça et nous ramener ces histoires-là après, tu vois, en disant au fait, je vais vous raconter l'histoire de machin chose, mais commencer par quelque chose qui te donne envie de continuer. Moi, ce qui me donne l'impression que tu peux avoir, c'est que ça donne la sensation de patauger au démarrage, de pas savoir exactement où il va. On fait 2 pas à droite, puis on refait 2 pas à gauche, et puis on refait 2 pas à droite. Et c'est plutôt ça que je le reprocherais, c'est qu'on n'est pas sur une ligne directrice constante du début à la fin de ce premier tome. C'est qu'on va te présenter un endroit, puis on te présente un autre endroit, puis on te présente... Voilà. Et du coup, ça perd du temps sur le démarrage, ça perd de l'énergie, et ça nous perd un petit peu. Mais quand ça y est, hop, le bon engrenage a pris, que ça a arrêté de patiner, on est pris dans quelque chose d'intéressant. Moi, ça me donne cette impression d'auteur de jeu de rôle qui a écrit un super univers et qui est trop content et qu'oublie, parce qu'il est en train de te décrire son univers, de raconter ce qui intéresse les joueurs de jeux de rôle, c'est de l'aventure que va vivre leur personnage en fait. À quel moment on fait un jet de dés, quoi. C'est à quel moment où il va se passer quelque chose d'intéressant pour mon personnage. Là, je t'ai balancé toute la genèse et je trouve que c'est dommage parce que voilà, il y a une maladresse dans cette intro alors que c'est des auteurs que j'ai beaucoup aimés sur d'autres, toutes les histoires de Quinlan Vos, c'était eux qui étaient dessus, j'avais adoré. Là, tu sais, vraiment regardez, on va vous raconter la jeunesse des Jedi. Et tu sais, genre, ils sont trop emportés, ils ont voulu trop dire, on va faire quelque chose de mythique. Sauf qu'ils en oublient au début le fait que, ouais, mais on est dans Star Wars, on est là pour une forme de divertissement. Et tu peux mettre ce fond, on va dire, un peu mystique dedans, mais tu aurais pu l'amener par petites touches au fur et à mesure et ne pas nous l'asséner d'un gros bloc de 20 pages dès le départ, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même pas si indigeste que ça, puisque le petit, qui est fan de Star Wars, qui pour rappel, quand il a lu ça, il avait 11 ans, c'est passé comme une lettre à la poste, et il s'est régalé, et il l'a lu 2-3 fois. Donc, voilà. Mais il avait que ça à lire. Oh que non, il n'a pas que ça à lire. Pêcheur, il suçait le même noyau de pêche pendant 6 mois. Voilà. Non, voilà, donc au final, vous pouvez quand même y trouver votre compte. Mais c'est pas parfait, on est bien d'accord. Quelque chose à rajouter, Thio? Parce que j'ai beaucoup pris la parole et qu'il y a peut-être plus à en dire que ce que j'en ai dit. Hein. Disons que moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de se dire, voilà, bon là, j'avoue, j'ai envie de lire quand même le tome 2 et 3. C'est que ce qui se passe dans l'ancien canon Star Wars, quoi, toutes les aventures justement de Quinlan Vos, tout ça, c'est des choses qui désormais n'existent plus dans la nouvelle storyline de. Voilà, jusqu'à ce qu'ils décident de se dire, finalement, oui, on sait jamais. Non, mais à mon avis, je pense qu'ils pourront réutiliser les personnages. Quand Disney va racheter Dark Horse. Voilà, ils vont se dire peut-être que Quinlan Vos était un personnage intéressant, qui est de toute façon qui est déjà dans Clone Wars. Hein. Oui, il était présent, oui, mais c'était avant que ce soit racheté. Enfin bon, c'était présent. Ouais. Voilà, c'est intéressant pour les gens qui sont intéressés. C'est intéressant pour les gens intéressés, c'est logique. Par les gens qui aiment bien, on va dire Star Wars. Après, oui, c'est un petit peu long peut-être à se mettre en route. Maintenant, si vous êtes fan du truc, vous passez quand même un moment sympa. Moi, je sais que j'ai pas non plus honni le truc et je l'ai pas balancé par la fenêtre. Surtout que c'était pas un BD, donc ça aurait été quand même dommage de le faire. La suite ? Express. Bergère guerrière, le tome 2. Bergère guerrière.
On l'avait déjà fait sur le tome 1, je crois. Ouais. Tu crois? Ouais, il me semble. Ah merde. Bergère guerrière, le tome 2, vous en apprendrez beaucoup plus en écoutant Canaille BD, notre nouveau concept où un enfant et un adulte parlent de bande dessinée. Ton nouveau concept. Oui, je sais, c'est mon nouveau concept. C'est pas où je suis. Parce que tu as dit notre, je veux dire, c'est parce que bon, voilà. C'est un nouveau concept de La Voix des Bulles. Oui, alors moi, je voudrais parler aujourd'hui d'une bande dessinée à laquelle je tiens beaucoup plein. Bref, Bergère guerrière, nous apprenons, donc nous suivons les aventures de jeunes héroïnes et un jeune garçon qui s'est joint à elle, qui font partie de l'ordre des bergères guerrières, qui suite au fait que tous les hommes sont partis du village pour aller à la guerre, on crée un ordre pour protéger le village. Sauf les vieux et ceux qui étaient Bien trop jeunes sûr. à l'époque. Voilà. Bref, cet ordre s'est mis en place, mais à force de faire plutôt des missions un peu de surveillance, ils ont découvert la Malbête, qui est une sorte de monstre qui met en danger le village. Les jeunes apprentis bergères guerrières l'affrontent, n'arrivent pas à la détruire et vont continuer à essayer de comprendre comment avoir cette créature qui est très dangereuse pour la région. Et pour ça, elles vont rejoindre le peuple des sorciers, donc on va découvrir, qui sont des personnes qui sont liées soit à des animaux, ce qui est très rare, il y en a de moins en moins, soit à des plantes, pour essayer de comprendre comment vaincre cette Malbête. Globalement, l'histoire suit son cours, c'est encore plein de mystères, d'aventures et de suspense. On a encore eu un final qui nous donne bien envie de lire la suite, un bon gros cliffhanger. Le tome 3 vient de sortir et je pense que je vais rapidement l'offrir à ma fille pour lui voler. Et Sinon, elle t'étripe de toute façon. Donc, sinon, elle m'étripe effectivement. Quoique aussi, je suis subtil, peut-être qu'elle va se le payer avec son argent de poche, mais ce serait vraiment faire de moi une ordure de papa. tu n'as qu'à demander au Père Noël. Voilà. Bref, franchement, cette série d'Amélie Fléché et je trouve plus le nom de l'auteur que j'aime beaucoup, Jonathan Garnier. Voilà, je l'ai retrouvé. Est très réussi, ça marche super bien et j'ai très hâte de lire la suite. Quelque chose à ajouter de plus? Oui, il y a une dessus petite préface d'Aurélien, je crois, du Coudray, me semble-t-il, qui il y a en une dit beaucoup de bien. Il y a une petite préface, oui, de Non, de Julien Nil, pardon. Julien Nil, voilà, qui en dit. Ah, tu confonds Aurélien du Coudray, qui est un étranger à Julien Nil, qui est un ex-oie de chez nous, tu vois. Bon, qui s'est exilé, non? Non, je crois qu'il est toujours dans le coin. Il est toujours là? Ouais. À suite. Vroom. Vroom. Et donc, Solo, tome 4. Qui continue à s'appeler Solo, mais c'est plus Solo. Puisque c'est Legatus maintenant. On est rentré dans un deuxième cycle. Et donc Legatus, pour rappel, est le fils adoptif de Solo. Solo était une souris guerrière, un rat guerrier. Legatus est un chien guerrier, qui a bénéficié donc de l'ensemble des enseignements de son père adoptif pour survivre dans un monde post-apocalyptique absolument horrible. On est dans un monde zoomorphe, mais avec des humains. Le principe de la zoomorphie, pour le coup, permet de caricaturer les rôles de chacun des personnages et leur trait principal de caractère. Donc c'est un gain de temps non négligeable. Et on est dans la même veine que le premier cycle, avec ce monde où il faut survivre. La seule différence, c'est que Legatus va se poser des questions par rapport au message qu'il a reçu de son père et qu'est-ce qu'il va en faire. Est-ce qu'il doit en rester seul porteur ou est-ce qu'il doit justement le transmettre et faire en sorte de léguer à l'ensemble du monde ces enseignements de bonté, d'entraide pour faire changer les choses en fait. Que chaque être vivant prenne conscience et change de destinée pour arrêter d'être sous le joug des humains. Alors bien sûr, comme toujours avec Oscar Martin, on a cette narration derrière avec une voix off qui en dit long un petit peu à la Conan, qui en dit long sur l'état d'esprit, sur l'état du monde, sur l'ordre préétabli avec les humains qui ont leurs privilèges, qui ne veulent rien lâcher, qui ne veulent surtout rien changer à la société, où ils surexploitent les animaux, ceux qui n'ont pas de cerveau, pas d'âme finalement. Et Legatus, lui, va être le contrepoint à tout ça et faire en sorte que chaque être vivant puisse retrouver sa place et sa dignité, mais
pas par une révolution, pas en prenant les armes directement. Les armes, il s'en sert uniquement pour sa propre survie ou la survie de ceux qu'il aime. Là, l'idée, c'est de transmettre un message, on va dire, un petit peu christique. Et l'une des planches va d'ailleurs dans ce sens-là. Donc voilà, on est sur un nouveau cycle, sans doute 3 tomes. Et comme toujours, beaucoup de violence, mais toujours à bon escient. C'est extrêmement fluide, c'est extrêmement rapide, et du coup, parfois, on se retrouve ralenti par les dialogues. Pourtant, il n'y en a pas non plus des quantités astronomiques. Mais vraiment, ça va à une telle vitesse à certains moments que les dialogues qui sont pourtant bien, qui sont ni trop ni trop peu, viennent apporter une petite tempo à la vitesse de lecture, et c'est plutôt bien fait, plutôt bienvenu. Moi, j'ai passé encore un bon moment. Alors, bon moment façon de parler, parce qu'on est quand même dans une ambiance assez lourde. Le premier cycle était déjà dans la même veine. On ne ressort pas de là avec un grand sourire ou un côté « Ouais, fun, et c'est bon, il s'est fait encore 2 douzaines de mecs, machin. » Non, c'est quand même une ambiance assez pesante. Et ça a un sens par rapport au premier tome, ou Ça, est-ce que ça n'a rien à voir et puis tu passes à autre chose Le premier tome, c'est l'enseignement des techniques de survie. On apprend comment faire ci, comment faire là, etc. Ici, on est sur le message. On est sur quelque chose de plus spirituel. Ouais, donc ça a pris un peu de profondeur qui n'avait pas forcément dans les premiers tomes. Les premiers tomes l'avaient uniquement sur la voie narrative. C'était uniquement le narrateur qui donnait cette profondeur, un peu moins le personnage qui se posait des questions, qui a passé son temps à se poser des questions. Alors que là, c'est le personnage qui l'exprime et qui le transmet. Disons que Solo, en fait, dans les 2 premiers tomes surtout, essayer de trouver, on va dire, un but à sa vie en trouvant en fait juste l'amour. Il essayait de fonder une famille, et finalement il voyait que ça ne changeait pas le monde, en fait, ça ne le faisait pas aller dans un meilleur sens. Donc du coup, son fils, qui a suivi en fait son enseignement et les réflexions de son père adoptif, se dit que lui va essayer de le faire, mais pas juste avec sa famille, il va essayer de le faire avec tout le monde, pour que le monde change entièrement. Pour l'instant, c'est pas une franche réussite, mais et c'est toujours à suivre. Donc c'est toujours à suivre, c'est toujours intéressant. Toujours à suivre. C'est toujours aussi joli. Moi, j'aime toujours autant le dessin. Tout à fait. Ok, Solo de Oscar Martin chez Delcourt. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas à dire du bien de nous. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur les réseaux sociaux, à parler de nous, parce qu'on a de plus en plus de concurrents de qualité. Rappelez-leur qu'on était là avant eux, mais que on s'en sort pas si mal quand même. Les vieux cons, c'est nous, quoi. Ouais, c'est ça, les vieux cons du podcast. Franchement, quand vous voyez Pierrick, il fait des efforts, il fait de la chirurgie esthétique, tout ça pour rester jeune. Pour rester jeune, ouais, c'est quoi. ça. Je pense que ça mérite quand même quelques étoiles. Quelques étoiles. Quelques pouces. N'hésitez pas aussi à nous soutenir sur Tipeee, ça nous permettrait peut-être de nous offrir des éclairages pour avoir des vidéos plus sympas sur Twitch, même si c'est pas vraiment notre priorité. Ça nous a permis jusqu'ici de nous offrir une chouette console de mixage et des nouveaux micros qui nous permettent d'avoir une qualité qui, je l'espère, est plutôt bonne. Et puis d'investir un peu dans d'autres bandes dessinées, d'avoir un média qui... loin de nous payer, nous permet de ne pas perdre trop d'argent pour partager avec vous notre passion. N'oubliez pas, ne serait-ce que 1 ou 2 euros sur Tipeee, c'est toujours un petit café, voire un peu plus d'offert. Offrez-nous des bières, c'est cool. Décidément, il nous faut vraiment un commercial dans l'équipe. Ouais, c'est clair. Non, mais offrir un café comme ça pour des gens dont tu aimes le travail, ça fait plaisir, quoi. C'est simple, c'est pas grand-chose. Non ? C'est vrai. Une main tendue. Un beau geste, quoi. Et comment t'es devenu scribe alors finalement ? Voilà. C'est simplement une succession de rencontres comme ça. L'amour du travail bien fait. Voilà, on remercie Azertov, Cobal et Randall Flagg qui ont tenu jusqu'à la fin. Et les autres personnes dans le chat qui ne se sont pas exprimées. Keteb et il y en a quelques-uns. Ça nous a fait grand plaisir de savoir que nous n'étions pas seuls à parler dans le vide. Et l'on sait que vous serez nombreux à nous écouter en différé. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. À bientôt. Alors, en fait, un signe de la main, c'est pas en fait.